dans un cadre privilégié de l'espace Bolo. Et j'en profite pour laisser aux différents intervenants le soin de se présenter. Madame Edith Bella. Bonsoir, Edith Bella, directrice de l'espace art et culture depuis 2016, mais déjà avec un passé au niveau de l'art. Je suis expert en art visuel et commissaire aussi d'exposition. Maintenant, de plus en plus, je suis dans l'art contemporain. Cet espace a été créé pour effectivement rendre l'art accessible à tout le monde, avec notre devise, c'est l'art pour tous. Monsieur Jean-Marie je suis né au Cameroun, je disais à Banjul, et je suis ingénieur culturel de formation, commissaire d'exposition et pour le compte du niveau de l'espace art culture, je suis chargé de projet culturel depuis la fin 2015. Je travaille en étroite collaboration avec Madame Petit-Bella sur comment promouvoir l'art plastique, l'art visuel au Cameroun. Soit artistique, comme l'a dit tout à l'heure, tout le monde. Maître Bamba Ciccia. Je suis avocate au barreau du Cameroun depuis 2018. Je suis exercée spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle, donc propriété industrielle d'une part, propriété littéraire et artistique pour le ministère de la discussion. La question qui vient jusqu'après, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a réuni un tel panel aussi diversifié. Tout simplement parce que lorsqu'on convoque la question du marché ou bien de structure, on aimerait savoir quels sont les intervenants. Parlons d'intervenants, ça permet d'insérer aussi des valeurs que chacun dans son expertise variée peut apporter, notamment la valeur conseil, pour pouvoir accompagner le processus de création d'une structure, mais aussi donner des indications utiles lorsque nécessaire. Et quand on vient à vous, on entend un petit peu un discours lorsque vous parlez d'art pour tous. Alors, ça nous amène à savoir comment est-ce que vous allez mener cette entreprise, qu'est-ce qui vous amène à créer justement cet espace. Alors, cet espace a été créé après avoir eu notre expérience en Espagne. J'ai eu une première galerie qui s'appelle Riva Caroline. Là, on est vraiment dans le domaine de l'art ancien. Donc, j'ai une évolution dans ma vie et je me rends compte que c'est fondamental d'aller plutôt dans l'art contemporain, puisque tôt ou tard, il y aura des revendications par rapport à tous les objets d'art rituel qui sont sortis d'Afrique et qui se retrouvent maintenant en Occident. De retour ici au Cameroun, dans ma ville natale, je trouvais qu'il était nécessaire de faire partager la vision et la passion pour l'art. Et donc, la galerie a été montée à la fin 2016. Mais je pensais qu'effectivement, ce qu'on trouve dans le marché habituellement camerounais, la plupart des galeries se trouvent dans les plus chics quartiers. Et effectivement, c'est donner l'impression que l'art ne peut être élitiste. Et je pense que, sincèrement, la plupart des artistes sortent tous des quartiers populaires. Et il était temps en fait, d'avoir une galerie qui correspond en fait, au lieu où certains d'entre eux vivent. Et c'est surtout aussi pour donner l'impulsion à la jeunesse camerounaise, faire en sorte qu'il commence à y avoir un intérêt pour l'art. Et ce travail ne peut se faire que dans un véritable quartier populaire où nous avons la possibilité de faire des ateliers pour des jeunes défavorisés et en même temps faire notre travail habituel, celui d'organiser des expositions pour des artistes déjà présents dans la scène locale. Et donc c'est un peu comme ça qu'est née cette idée de Bolo, l'espace art et culture. Mais je voudrais quand même définir un peu le mot Bolo, parce que Bolo, en fait, ce mot vient de la langue voilà, et Bolo signifie pirogue. Pirogue, pourquoi? Parce que c'est l'effort, c'est
c'est vraiment ce qui nous faisait avancer la pirogue et là où on met toute son énergie pour pouvoir accéder à quelque chose. Et j'aime beaucoup cette métaphore, celle de s'appliquer, de se donner, de travailler et progresser pour aller à quelque chose. Donc là, ça nous permet aussi de parler plus largement de l'écosystème, parce qu'on s'imagine bien que vous n'êtes pas le seul acteur, qu'il y a des personnes qui contribuent, en particulier récemment des artistes, en parlant par ricochet, en parlant des expositions. Donc, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu votre compréhension de l'écosystème que vous avez trouvé en 2016? Alors, il existe à Douala et au Cameroun, en fait. Il existe déjà des lieux d'exposition, des galeries qui ont commencé cette démarche-là depuis une vingtaine d'années et qui ont fait un travail fantastique, lié souvent avec l'hôtel de ville de Douala, je parle précisément de Douala Art, qui a été une des pionnières avec la galerie MAM, qui ont commencé à faire ce travail ici localement. Mais je pense qu'il y a de la place. Si nous voulons, parce que moi mon objectif en fait, c'est que le Cameroun, et précisément la ville de Douala, soit la plaque tournante de l'art au Cameroun, je pense que si nous voulons que cela soit possible, il faudrait qu'il y ait plus de galeries ouvertes. Et je pense que Douala a fait quelque chose, c'est que la plupart des jeunes artistes qui commençaient dans ce métier ici dans ce pays n'étaient pas souvent pris en considération, puisque la plupart de ces galeries travaillaient avec des valeurs sûres. Bon, c'est peut-être exagéré ce que je dis, mais certaines galeries comme Douala Art a eu des moments où ils ont travaillé avec des jeunes artistes pour pouvoir effectivement aider à leur développement intellectuel et culturel, mais ce travail a été fait et nous sommes en train de le faire d'une autre façon. Et je pense que ce que nous avons apporté dans le marché, on a dynamisé un peu le marché, puisque de plus en plus, il existe des galeries. Aujourd'hui, il y a également la galerie du Carré, avec la Priso, il y a la galerie Kadji qui est là sur place. Il y a d'autres espaces culturels qui se sont montés, parce qu'effectivement, nous avons apporté une nouvelle façon, nous travaillons beaucoup avec la jeune génération. Les anciens ne sont pas mis à l'écart, mais ils sont souvent là pour accompagner les jeunes à exploser. Alors maintenant, permettez-moi de me tourner vers M. Louis, sachant que vous avez aussi une expérience à Banjul, vous avez aussi une expérience ici à Douala. Quel est votre regard sur cet écosystème camerounais? Étant donc partie de Banjul, en l'occurrence de Banjul Station, c'est une initiative privée d'un artiste plasticien très connu, et je faisais en fait dans cette institution de première marque, donc c'est on va dire le lieu dans lequel j'ai appris 70% de tout ce que je sais. Et je pense que Banjul, qui est un lieu à la périphérie de la ville, offre plus d'ouverture sur la scène artistique en termes d'espace sur le territoire national et permet qu'il y ait davantage de lieux d'expression, de lieux de, ce que je dis en même temps, c'est un lieu de résidence aussi, de lieux de recherche. Donc c'est un véritable laboratoire dans lequel on y va, on travaille à l'immersion pour ressortir des créations davantage plus dynamiques et plus remarquables. Venu à Douala, j'y suis depuis un an. Je mets déjà en fait ce background que j'ai eu à Banjul au service de l'art ici, encore une fois du territoire.
je me rends compte que dans la foulée, c'est beaucoup plus dynamique en capitale que dans l'arrière-pays, mais dans les provinces. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a déjà une plus grande concentration de la population, il y a un foisonnement de vie, donc une éventualité de création davantage plus grande. Mais ce que j'ai remarqué, c'est nettement de façon hiérarchique. On va dire que l'espace camerounais, dans son ensemble, est organisé en deux bandes. On a l'État d'un côté, mais permettez-moi, l'État est très minoritaire. Puis on a le côté de la société civile. Donc des initiatives comme Monjo Station, comme Polo Espace, comme on a c'est des initiatives privées qui sont pour la plupart du temps faites sur fonds propres. Et c'est des initiatives louables à apprécier et qui font, qui permettent justement de voir de façon concrète des avancées remarquables. Parce que aujourd'hui, malgré le fait que je suis tout jeune dans la scène artistique de Douala, on a fait pas mal d'expositions ce jour. Avec une programmation assortie sur 1 ou 2 ans ici à Douala. Et je peux dire, voilà, observer, c'est mon observation personnelle, que cette façon de travailler là, qui est garnie de l'ensemble des recherches et de cette façon de pouvoir faire avancer les choses, comme Madame et moi, crée d'autres plus à tous les autres composants, tous les autres espaces, les autres lieux, regardent aussi ce qu'on fait. Nous, pareillement, on voit ce qui se passe ailleurs. Et je voulais finir sur le fait que cet écosystème dont on parlait est assez open. Donc, pour dire en un mot, la question là, au Cameroun, en Afrique, en grande majorité, reste encore un immense désert. Il y a de la place pour avoir du contenu, pour installer des institutions, tant étatiques que diversifiées. Il y a tellement de place et tellement de choses à faire que voilà, on ne peut pas se dire qu'on a tout fait. Je crois que sur un diagramme de 1 à 100, on en est à 1%. Donc c'est pour vous dire la quantité de travail qu'il y a encore à faire. C'est intéressant de souligner ce point parce qu'on voudra aussi aborder, pour inclure aussi l'expertise du maître Carlo ici, on voudra aussi aborder sur l'angle de la finalité de l'activité. Parce que si on prend l'espace légaliste, votre finalité ici, c'est le volet marchand. Donc, est-ce que par rapport à ce que vous présentez comme le 1% d'activité culturelle dans ce sens-là, est-ce qu'il se reflète aussi dans le dynamisme de la consommation entre guillemets des populations par rapport à ce que vous proposez finalement? Oui, vous avez touché la bonne question, pile dans le mille. Je vais quand même dire encore que j'ai vraiment le sentiment que au niveau du dynamisme, surtout les artistes, il y a beaucoup de choses qui se passent ici au Cameroun. Il y a une grande variété d'artistes incroyables au Cameroun. Maintenant, le gros problème, c'est comment consommer tout ce qu'ils sont en train de produire. Et c'est complètement embryonnaire. Franchement, c'est vraiment ça. Nous avons eu la chance, beaucoup de premières expositions que nous avons faites, parce qu'on a étudié, on essaie de regarder les choses. Et comme Bolo, c'est vraiment l'art pour tous, j'ai toujours demandé aux artistes de faire un effort au niveau des prix pour que ce soit des choses accessibles. Nous avons même commencé avec certains artistes, pas forcément les plus jeunes, hein, même avec certains confirmés qui ont vraiment joué le jeu pour que ce soit consommable. Donc
avec, je dirais, par exemple, les gens qui vont en discothèque, moi j'y vais pas, mais les gens qui vont en discothèque et qui décident de se prendre 2 bouteilles de champagne ou 3-4 bouteilles de whisky, c'est quelque chose d'éphémère. On peut avoir quelque chose, on peut avoir une œuvre pour toute la vie, déjà. On peut commencer. Et c'est un peu ce qu'on a mis en pratique ici à Bolo l'Espace pour que ce soit accessible. Et puis, bon, après les prix vont crescendo parce que, effectivement, nous devons aussi protéger la cote des artistes. On ne peut pas brader leur cote. Ils font un travail extraordinaire et on devrait être là pour les protéger, pour les faire grandir dans le domaine international. Mais on est absolument conscient et on essaie de l'appliquer ici en faisant toutes les ruses possibles pour que les gens puissent commencer à consommer leurs produits. Ce qui m'exaspère un peu chez nous, on a toujours tendance à penser que ce qui vient d'ailleurs est toujours mieux que ce que nous avons localement. On décore les maisons avec des meubles qui viennent d'ailleurs, et alors qu'on a des gens ici, des artisans qui peuvent faire des choses extraordinaires. La même chose, on préfère s'acheter un tableau qui est une reproduction chez Orca, alors qu'on pourrait avoir une œuvre unique qui commence à un prix, le même prix que ce qu'on trouve à Orca. Et ça serait encourager nos artistes à pouvoir grandir. Maintenant, ça nous permet de nous tourner vers l'agrandeur, parce que la question qui se pose souvent dans les entreprises culturelles, c'est déjà les questions de forme. Associations culturelles, galeries, à finalité marchande pour pouvoir acheter. Et je pense que c'est quelque chose qui fait écho aussi avec votre métier. Et au-delà de ça, ça implique des collaborations entre les artistes. Et justement, comment vous percevez cela d'un point de vue juridique pour ne pas vous enfermer, mais vous permettre de bénéficier autant que possible de votre activité? Alors, ce n'est pas m'enfermer que de parler des questions juridiques, puisque c'est pour ça que je suis ici. J'aimerais déjà saluer l'association des métiers culturels et juridiques, parce que ce sont des collaborations qu'on voit très peu. Je ne sais pas comment fonctionne la galerie Bolo, mais les artistes ont très souvent tendance à écarter le juridique de leurs préoccupations, ce qui est un tort, parce que les aspects juridiques protègent tous les métiers, et particulièrement les artistes, en ce que, concernant les artistes graphistes, une fois qu'ils ont émis leurs œuvres, une fois qu'ils ont créé et surtout vendu leurs œuvres, elles ne leur appartiennent plus, ils ne peuvent que percevoir des droits de suite. Alors, ce que moi je comprends de votre préoccupation, c'est d'abord la forme. Comment s'établir? On s'établit comme on veut. Une galerie, ça peut être un point de vente, ça peut être on peut faire des expositions, ventes. Tout ce à quoi je veux ramener la question, c'est le rapport entre la personne qui expose et l'auteur de l'œuvre. Il faut qu'il y ait un contrat entre les deux. Il faut respecter les droits de l'auteur. Et l'auteur, c'est qui? L'auteur, ce sera la personne qui a créé l'œuvre, même si elle n'est pas achevée. Il a des droits sur son œuvre. Il faut savoir quels sont ses droits. Il a seul, exclusivement, le droit de représentation de son œuvre. C'est lui qui peut donner l'autorisation pour interdire que son œuvre soit mise au contact du public. Il a le droit de reproduction de son œuvre. C'est lui qui, exclusivement, a le droit de faire en sorte d'interdire toute reproduction, c'est-à-dire photocopie, photo, vraiment, tout type de reproduction de l'œuvre appartient à l'auteur. Il a le droit de distribution. La distribution, c'est, après avoir mis mon œuvre à la connaissance du public, je la fais circuler à titre onéreux. Il a seul le droit d'adaptation de son œuvre. Ça se comprend plus avec les œuvres littéraires écrites, mais l'adaptation peut aussi être, on adapte très bien des fois des sculptures, en photo, voilà. On peut changer les matières, c'est de l'adaptation d'une œuvre graphique. Donc ce sont les 4 actions, les 4 types d'exploitation qui appartiennent exclusivement à l'auteur. Ce qui est intéressant avec, comme je le disais, avec les œuvres graphiques, c'est que l'auteur d'une œuvre graphique a le droit de suite. J'espère que la galerie Bolo le respecte. Le droit de suite, c'est quoi? Le droit de suite, c'est la prérogative qu'a l'auteur de l'œuvre d'être payé à hauteur de 5% au Cameroun
sur toutes les reventes, sur toutes les ventes successives de son œuvre. J'ai pris mon tableau, j'ai pris ma sculpture, il y en a derrière moi, je l'ai vendue, j'ai autorisé la Galerie Bolo à la vendre. Je l'ai d'abord vendue à la Galerie Bolo, disons. Elle appartient à la Galerie Bolo. Quand la Galerie Bolo va la vendre à une autre personne, le commissaire de la vente doit prélever une somme et la reverser à l'artiste. Et chaque commissaire qui assure la vente de cet objet-là doit s'assurer que cette somme-là, cette proportion est effectivement versée à l'artiste et ça s'appelle le droit dessus. C'est très important s'agissant des galeries parce que c'est elles qui mettent en lumière les œuvres graphiques et donc les auteurs des œuvres graphiques. Ça me permet aussi de par ailleurs insister sur un point, l'élément de contractualisation. Je ne sais pas si, par exemple, dans votre parcours, vous avez noté, par exemple, qu'il y avait ce support qui servait de garantie dans les relations entre les artistes, les galeries. Ça peut être d'autres tiers, hein. On ne se limite pas seulement à la galerie, à l'espace Molo, mais qui permet de préserver en fait toutes les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de malentendu. En fait, nous, on le pratique. Je veux dire qu'on fait un contrat ponctuel pour un événement. En ce moment, on a une exposition avec Jean-David Cox et nous avons un contrat qui stipule la partie qui reçoit et la partie que nous gardons. Et cela ne dure que durant son exposition. Quand son exposition est terminée, donc les pièces qui n'ont pas été vendues sont restituées et la partie qui a été vendue, il y a un pourcentage et ce pourcentage-là, on lui donne et le reste, c'est pour nous. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Mme Dionis, c'est surtout le fait qu'elle ait précisé, parce que nous avons de plus en plus de jeunes artistes camerounais qui ont des objets qui sont vendus dans des ventes aux enchères. Et ces objets-là, souvent, c'est des objets, parce que nous n'achetons pas les œuvres avant. Nous ne sommes que, on fait que l'intermédiaire entre l'artiste et l'acheteur. On n'a qu'un pourcentage sur ça. Mais certaines personnes achètent donc les œuvres de ces artistes-là, et eux, ils pensent que comme ils ont déjà vendu leur œuvre, c'est fini. Et on voit finalement les œuvres qui se passent aux ventes aux enchères par d'autres personnes qui ont acquis les œuvres et qui font passer ça dans les ventes aux enchères en Europe. Et souvent, on se désole que finalement, ils sont fiers de savoir que l'objet est monté, je ne sais pas moi, à 50% de plus que la mise de départ. Et finalement, ils n'ont rien, mais ils ont simplement... et c'est très important qu'ils sachent qu'effectivement, ils ont le droit des 5%, même si l'œuvre n'est plus de leur possession. Et ça, c'est très important. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Merci. C'est même l'idée, la raison d'être de création contemporaine, de pouvoir mettre l'information à la disposition des uns et des autres. Et ça me permet aussi de rebondir sur une autre préoccupation toujours d'un point de vue légal, qui est aussi l'élément d'authenticité. Parce que moi, je trouve que les galeries sont dans une situation assez délicate. Parce que vous présentez un travail qui doit avoir une authenticité, qui est unique pour en venir à ça. Et derrière aussi, il y a des préoccupations sur des collaborations. Donc on ne sait pas, enfin là ça ne vous concerne pas forcément, mais parce que vous recevez, dans la mesure où le détail de la création peut être ailleurs. Et là, ça pose aussi d'autres préoccupations en lien avec les droits voisins, sur lesquels j'aimerais aussi vous entendre. Alors, ce ne sont pas les droits voisins. Il faut faire la part des choses. La propriété littéraire artistique a effectivement les droits d'auteur et les droits voisins. Mais les droits voisins ne vont pas vous intéresser. Les droits voisins appartiennent aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et aux producteurs de vidéogrammes. Donc, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui l'occasion de parler du droit voisin. Aujourd'hui, on parlera du droit d'auteur et éventuellement de ce qui est organisme de gestion collective et tout. Donc, pour revenir à la collaboration, il y a la notion de collaboration, c'est trois personnes, plusieurs personnes, plus de personnes, qui se rassemblent pour créer une œuvre.
On peut imaginer le cas de cette fille en face de nous. Quelqu'un a peut-être dessiné parce qu'il sait dessiner. Une autre personne a sculpté parce qu'elle sait manier l'argile. Une autre personne a vraiment... Chacun y a mis du sien. C'est super parce qu'on a pris le meilleur exemple. avec cette œuvre, vous avez vraiment pris le très très bon exemple, je vous assure, parce que là, effectivement, l'artiste qui est un artiste plasticien, c'est la première fois qu'il s'aventure dans cette création-là. Et donc, il fait intervenir plusieurs autres personnes. Mais en fait, je sais où vous allez en venir, mais ce qui est important, c'est la personne qui a eu l'idée. La création, c'est l'idée, en fait. En fait, non, ce n'est malheureusement pas là. Non, ce n'est pas là que je vais arriver. Parce que ce qui est important en droit camerounais, ce n'est pas... L'idée est une idée. L'idée est éphémère. L'idée, personne ne l'arrête. On ne protège pas une idée. Et s'il faut être clair avec les auteurs, les auteurs, très souvent, se soucient. Ils veulent protéger une idée. On ne protège pas une idée en droit camerounais. On protège la concrétisation de l'idée. J'ai eu l'idée d'un pied dans une assiette, oui. Mon bébé aurait pu avoir cette idée, ma grand-mère aurait pu avoir cette idée. Ce que le droit camerounais va protéger, c'est comment j'ai réalisé, j'ai concrétisé mon idée. C'est pour cela que les diverses interventions que j'ai citées tout à l'heure, elles devront, pour protéger leurs droits, pour affirmer leurs revendications, rédiger. Je suis juriste, je suis obligée de dire aux artistes, rédiger des contrats de collaboration pour dire que le dessinateur, celui qui a dessiné, a telle proportion, disons 20%, le sculpteur aura 40%, et je suis mauvaise en mathématiques, ce qui reste de pourcentage reviendra à celui qui a mis les couleurs et tout. Vraiment, même entre les artistes dans les œuvres de collaboration, il faut des contrats de collaboration. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de collaboration. Mais j'imagine que vous parliez de la collaboration artiste et tout ce qu'il y a d'intermédiaire. Madame Bella l'a bien relevé tout à l'heure, il faut des contrats. Le contrat doit être écrit. Le contrat doit stipuler l'œuvre à protéger. Le contrat doit stipuler la rémunération de l'artiste. Le contrat doit stipuler le lieu de représentation, d'exploitation du droit. Si on veut exploiter le droit à Yaoundé, à Douala, on doit dire qu'on veut exploiter le droit. Si c'est dans tout Cameroun, on doit le dire. Si on veut, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 4 types d'exploitation. La représentation, la distribution, l'adaptation. Il faut qu'on cite les 4 si on veut avoir accès aux 4. Il faut qu'on cite un si on ne veut avoir accès qu'à un seul. On ne peut pas se dire qu'on aura tous les droits patrimoniaux, parce que là, je vous ai cité les droits patrimoniaux, qui sont différents, eux, des droits moraux, qui ne se cèdent pas. Les droits moraux sont le droit de paternité. Sur chaque œuvre, il y a la signature de l'artiste. L'artiste a le droit, et ça ne change pas, quelle que soit les mains entre lesquelles l'œuvre se retrouve. Le nom de l'artiste doit être mentionné, le titre de l'artiste doit être mentionné. L'artiste seul a le droit de divulguer son œuvre et il a le droit de retrait de son œuvre. Je suis un artiste, j'ai divulgué ma création, j'ai divulgué mon tableau et puis je change d'idée. Je dis non, elle n'est pas bien, elle ne reflète pas ma personnalité, elle ne reflète pas mon talent. Je rapporte, je retire mon œuvre de la scène, ça s'appelle le droit de repentir. Bien évidemment, je ne vous pas forcer. S'il a été acheté. S'il a fait l'objet d'une autorisation, c'est-à-dire d'une autorisation de l'un de ces démembrements des droits patrimoniaux, l'artiste doit dédouaner, il doit dédommager la personne qui a dépensé. Donc, ce sont les droits et toutes les modalités qui doivent être respectées, surtout s'agissant des droits des auteurs des œuvres littéraires artistiques. Ouais, j'envoie rapidement le pas pour dire que voilà, avant que ça ne s'échauffe pas. Donc, du coup, il y a ce qui se passe, c'est que voilà, dans le domaine des arts visuels, c'est assez. Je ne dis pas que ce que la juriste dit, c'est complètement bien de le savoir aussi, parce que je ne sais pas tout ça. Et de l'appliquer, ce sera très bien. Sauf qu'on est dans un univers où il y a beaucoup de dévoilisme et beaucoup de. Je préfère être concret. Tu vois, ne pas rester enfermé derrière
les textes qui sont créés. C'est bien de les respecter, mais quand on ne peut pas, on ne va pas rester à s'entraîner jusqu'à ce qu'on devienne capable de respecter quand on commence à travailler. Le travail, ça se passe bien. Vous avez mentionné une œuvre sculpturale que vous avez derrière nous là. C'est une œuvre qui a fait intervenir un céramiste, un des peintres, après un menuisier aussi, parce que voilà, il n'est pas menuisier à la base artiste. Et celui pratiquement sculpteur, puisque le sculpteur aussi, aussi menuisier. Et alors, dans tout cet arsenal-là, ils sont liés par des contrats, je dis, tacites, verbales. Ce qui est sûr, c'est que l'artiste, pour arriver à nous ramener ici à la galerie comme ça, il l'a complètement. Ça veut dire qu'il part en partie comme vous le suggérez, mais il a complètement dédommagé toutes les parties prenantes qui ont participé à la réalisation de cette idée. Elle a parlé d'un truc tout à l'heure, c'est que vous dites qu'on ne peut pas protéger l'idée. C'est bien pour mais dans l'art conceptuel, ce n'est pas exactement comme ça. Vous allez dire, en droit camerounais, on ne le dit pas comme je le dis, mais malheureusement, le droit camerounais, il n'est pas figé, tu vois. C'est un droit qui, tant sur les œuvres, s'inspire d'ailleurs, en l'occurrence de l'Europe et de ce qui se passe là-bas. Donc quand on va dans l'atelier de l'artiste, on trouve des jeunes apprenants, par exemple. Ils appellent l'artiste principal qui sont le maître. Alors ce maître, il les fait faire des choses. Il est des dommages à hauteur de ce qu'il pense qui est bien ou de ceux qui se sont entendus. Soit c'est ses élèves comme ça. Je pense qu'il y a une notion qu'il faudrait rajouter. En fait, le maître, il pense, oui, mais il dirige. Ça, c'est très important parce que les autres ne savent pas quoi faire. Ils sont simplement l'idée, ils savent pas. Vous pouvez avoir de mettre le pied dans le plat. Il dirige. Mais vous ne savez pas à quel moment le mettre, vous ne savez pas comment le mettre, vous ne savez pas pourquoi. Je vais mettre les thèmes juridiques appropriés sur ce qui en fait crée, tu vois, c'est ce qui en fait crée la paternité, la cité, oui, mais juridiquement, donc il est à cheval entre cette, on va dire, entre cette façon d'être, il manage d'abord. Oui, mais laissez-moi vous dire ce que le droit, comment le droit appelle tout ça. J'ai parlé des œuvres de collaboration parce qu'elle a prononcé le mot collaboration. Je suis juriste, quand j'entends un mot qui a un sens juridique, je dois lui donner tout son contenu. Là, vous parlez des œuvres sur commande, et Madame Bella a évoqué tout à l'heure ce qu'on va appeler les œuvres collectives. Parce que oui, vous avez trois types, en plus de l'œuvre qui émane d'une seule personne, vous avez trois types d'œuvres de collaboration, l'œuvre collective et l'œuvre sur commande. En droit camerounais, l'œuvre sur commande sera cette œuvre-là dont vous parlez, que ce soit l'œuvre de... Moi, je n'ai absolument rien à faire avec le domaine artistique, mais je veux une œuvre. Je veux une photo, je veux une peinture qui soit modifiée, je veux quelque chose de spécifique qui me corresponde. Je commande une œuvre. C'est moi qui ai l'idée de l'œuvre. Mais la personne... Je suis désolée de vous apporter une nuance. Là, on a bien compris, ça c'est à la commande. Mais ici, nous sommes en train réellement de parler comme les artistes le faisaient déjà. Je vais faire l'analogie. Ils sont des maîtres. Ils sont exactement des maîtres. Ils sont là pour montrer les autres. Je vais faire l'analogie pour comprendre. Je vais faire l'analogie pour comprendre comment le droit camerounais a simplifié les choses. Ça n'aille pas dans tous les sens. Que ce soit moi, le néophyte qui ne sait absolument rien, ou que ce soit un artisan peintre qui veut un tableau particulier qu'il fait exécuter par ses apprentis, ce sont des œuvres de commande. L'œuvre de commande appartient à la personne qui a passé la commande, mais les droits moraux, l'artiste qui a réalisé a le droit de laisser son nom dessus. On se comprend? C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à Madame Bella de me faire un tableau. Madame Bella exécute, elle signe Bella ou toute autre signature à son gré, et elle me remet mon tableau qui m'appartient, elle garde les droits moraux, moi j'ai les droits patrimoniaux. C'est donc moi, sauf accord entre les parties. C'est-à-dire que les parties peuvent aussi convenir que le commanditaire n'a pas tous les droits patrimoniaux.
Et ça, c'est un arrangement entre les parties qui est exceptionnel, qui est dérogatoire aux dispositions légales. Il y a l'œuvre collective qui, elle, est orchestrée par une personne. Donc, c'est l'œuvre qui est réalisée sous la responsabilité et à la demande d'une personne. Ce sera, je vais prendre une œuvre plus complexe qu'un tableau. Non, je vais revenir à la sculpture, parce que la sculpture appelle un peintre, un céramiste, vous avez dit, et un sculpteur, voilà. C'est un métier assez... Disons que c'est le sculpteur. C'est le sculpteur qui veut une sculpture à l'effigie d'une personne en particulier. Il va faire appel à un dessinateur, il va faire appel à un peintre, il va faire appel. Ce sera une œuvre qu'il va orchestrer. Chaque intervenant sachant ce qu'il a fait. C'est toujours plus facile d'en parler dans des œuvres écrites parce que là on peut avoir des paragraphes, on peut avoir des chapitres qui sont signés. Vous voyez, Madame Bellé écrit un chapitre ici, Monsieur Noubi écrit un chapitre ici. Vraiment, ça c'est une œuvre collective et vous allez souvent voir sous la direction en plus des noms de la personne, vous verrez, et en plus de l'éditeur, vous verrez une organisation particulière. Ça c'est une œuvre collective. Donc ne pensez pas que le droit camerounais est resté figé. Il essaie juste de simplifier la compréhension de tous les acteurs pour que chacun puisse se retrouver à sa place et surtout identifier sa place. Et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit dès le départ. Les artistes ont toujours ce problème fondamental, ils ont l'excuse de ne pas avoir les moyens de se protéger, alors ils font à volo ou à qui mieux. C'est une erreur, pas de débutant, parce que ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des manies qu'on corrige avec le temps. Une fois qu'on a pris l'habitude de ne pas se protéger juridiquement, on continue comme cela, et à 50 ans, quand on a une maladie grave, qu'on n'arrive pas à se soigner, on s'en prend à la planète entière. Alors que dès le départ, ce sont vraiment des petites choses. Hein. Un contrat de collaboration, un contrat de représentation, même avec une galerie, ne vous coûte pas forcément les yeux de la tête. C'est vous croyez? En fonction des cabinets, vraiment, chacun aura ses honoraires. Chacun fixera ses honoraires. Les honoraires des avocats ne sont pas figés comme les consultations des médecins. Mais c'est une discussion qu'il faut avoir avec des juristes. C'est une discussion qu'il faut avoir soit avec des avocats, soit avec des gens qui s'y connaissent dans la rédaction de contrats et qui peuvent vraiment veiller à ce que les parts minimum, parce qu'il y a des exigences minimales de la loi, que ces exigences soient respectées. Si vous avez droit à au moins 20%, qu'au moins ces 20% vous soient octroyés. Si vous avez droit à 5%, qu'au moins ces 5% soient contractuellement respectés, fixés pour qu'ils soient respectés. Ce qu'on retient finalement, c'est que le barème est légal. En résumé, j'aimerais déjà vous remercier, notamment pour les discussions. J'ai vraiment eu plaisir à cette conversation. Et au-delà de ça, il y a un élément important qui est ressorti, c'est que pour l'instant, ce marché est très tourné vers l'international. Et il serait très important que nos auditeurs en particulier prennent conscience qu'il y a aussi un enjeu national à jouer et dont les uns et les autres peuvent bénéficier, pas seulement économiquement parlant, mais aussi culturellement pour leur construction, pour leur personne et pour leurs acquis locaux. Je ne sais pas si vous voudriez donner un mot de fin. Autrement, et là je me tourne beaucoup plus vers Madame Bella, vu que c'est vous qui nous avez accueillis ici. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut essayer de consommer camerounais, parce que en consommant le camerounais, les artistes camerounais, vous allez leur permettre d'évoluer et de surtout apprendre leur code. Parce que si beaucoup de Camerounais le rachetaient, en fait, ces deux deviendront encore excessivement chers. On a vu ça dans le marché de l'art chinois. Pendant très longtemps, les Chinois achetaient des œuvres occidentaux et ne regardaient pas leurs artistes. Et les artistes européens ont commencé à acheter des artistes chinois, et là, les Chinois ont compris tout de suite. Ils se sont dit, ah, il y a quelque chose. Et donc, ils se sont mis à acheter les artistes chez eux localement, et ça fait monter leur cause.
Et je pense que c'est le travail que nous devons faire ici en Afrique. Tous nos artistes ont vu sur l'Europe, et aujourd'hui c'est la grande monde. Vous avez partout en Europe l'art contemporain, même se définit presque africain, comme s'il serait africain, avec toutes des nouvelles salles d'exposition, de vente et des ventes aux enchères. Donc je pense que si les Camerounais ou les Africains achètent un maximum leurs artistes, au lieu de regarder ce qu'il y a ailleurs, ils vont encore permettre que leurs œuvres se raréfient et des prix qui explosent dans les ventes aux enchères. Alors, merci à tous et un grand remerciement à l'équipe technique qu'on ne voit pas dans le champ, mais qui a aussi accompagné tout ce processus. Merci.